Tu es au bon endroit. Dans les prochaines 5 minutes, nous allons explorer ce monde ancien, un monde presque silencieux, où la nuit était vraiment noire, où les étoiles guidaient pas les voyageurs, où aucun être humain ne se disait « nous sommes en l'an 1 de notre ère ». Et pourtant, bien plus tard, des siècles plus tard, un moine discret, presque invisible, allait décider, en calculant la date de Pâques, que ce temps-là serait le point de départ de notre calendrier. Nous allons découvrir pourquoi ce choix n'est pas anodin, comment vivaient les peuples de ce temps, et comment, sans le savoir, ils posaient que les bases du monde dans lequel tu écoutes cette histoire ce soir. Reste avec moi. À la fin de ce voyage, tu ne regarderas plus jamais la date inscrite sur ton téléphone de la même façon. Avant de plonger dans l'an 1, il faut, comme toujours quand on veut comprendre l'histoire, remonter en arrière. L'histoire n'est jamais un début net. C'est une longue rivière qui se divise, se tord, et que nous, humains, essayons de découper en chapitres. Pour saisir ce que signifie l'an 1, il faudrait remonter au moins un siècle avant ce point symbolique. Imaginons donc que nous reculions doucement, pas après pas, jusqu'aux dernières décennies de la République romaine, jusqu'aux grands empires hellénistiques, jusqu'aux dynasties chinoises, ce qui structurait déjà un immense territoire, jusqu'au royaume du Proche-Orient, où le temps se comptait non pas avant ou après une naissance, mais selon les règnes des rois, des reines, des pharaons. Le temps, alors, était comme une mosaïque éclatée. Chaque civilisation tenait sa propre horloge, accordée non pas à un événement universel, mais à son propre pouvoir. Pourquoi est-ce que si important de parler des calendriers avant de parler de l'an 1? Parce que l'an 1 n'est pas un fait, c'est une décision. Une manière de découper le temps, choisie bien plus tard, dans un monde devenu chrétien. Ce soir, nous allons d'abord voir pourquoi les hommes de l'Antiquité n'avaient pas besoin d'un an 1 ensuite, ce que cela dit de leur vision du monde, et enfin comment, des siècles après eux, un moine a redessiné la ligne du temps en posant presque au hasard, avec ses calculs approximatifs, le jalon que nous avons tous sur nos calendriers. Commençons par cette question très simple, comment comptait-on le temps avant l'an 1? Dans l'immense empire romain, on aimait dire que l'on vivait depuis la fondation de la ville, c'est-à-dire de Rome. Les érudits parlaient d'années depuis la fondation de la ville, et la tradition plaçait cette fondation dans une époque lointaine, bien avant ce que nous appelons aujourd'hui le début de notre ère. Mais dans la vie quotidienne, les Romains se moquaient beaucoup de ces grands chiffres savants. Ils vivaient plutôt au rythme des consuls. Chaque année voyait arriver un nouveau duo de magistrats suprêmes. Et l'on disait simplement « C'était sous le consulat de tel et tel comme toi, tu dirais. C'était l'année où j'étais dans telle classe, ou l'année où tel président était au pouvoir. » Là-bas, plus au sud et plus à l'est, dans les royaumes que l'on retrouve dans les textes bibliques, on parlait du 3e ou du 5e année de tel roi. Le temps était attaché à une personne, à sa montée sur le trône, à la durée de son règne. En Égypte, on héritait d'une tradition encore plus ancienne, où chaque pharaon devenait un axe autour duquel s'ordonnaient les années. On ne disait pas « nous sommes en telle année de telle ère », mais nous sommes dans la tantième année du règne du pharaon. En Chine, sous les Han, le temps se découpait en ères au nom choisi par l'empereur et s'appuyait sur un cycle complexe de tiges célestes et de branches terrestres. Un système bien plus subtil que notre simple suite mécanique d'années. Ainsi, le monde de l'an 1, que nous imaginons aujourd'hui comme un point central, était en réalité un carrefour de chronologie incompatible. Si un marchand chinois avait voulu dater précisément un événement arrivé dans l'Empire romain, il aurait dû traduire non seulement la langue, mais le système même qui décide de ce qu'est une année. Le temps, en quelque sorte, était une forêt de calendriers. Et aucun arbre ne dominait encore tous les autres. Garde cette image en tête un instant. Car, plus tard dans notre voyage, nous entrerons dans la cellule modeste d'un moine qui, lui,
décidera qu'un seul tronc, un seul axe, organisera le temps pour une bonne partie de l'humanité. Mais pour l'instant, laissons ce futur en suspens. C'est un premier boucle ouverte que nous refermerons plus tard. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Imagine la Terre au temps de l'an 1, vue de nuit, depuis le ciel. Tu ne verrais pas une planète saturée de lumière, comme aujourd'hui. Tu verrais au contraire de vastes zones d'obscurité, des continents presque entièrement noirs, découpés par quelques points de feu ici, les lampes à huile de Rome, là, les lanternes d'une ville chinoise, plus loin encore, les feux d'un camp nomade. Les estimations modernes suggèrent qu'il y avait alors environ 150 à 200 millions d'êtres humains sur toute la planète. Une humanité minuscule par rapport aux milliards qui peuplent la Terre aujourd'hui. La plupart de ces hommes et de ces femmes vivaient dans deux grands blocs politiques, l'Empire romain, autour de la Méditerranée, et la puissante dynastie Han, en Chine. Entre les deux, une mosaïque de royaumes, de tribus, de cités plus ou moins indépendantes, et quelques grands empires comme celui des Parthes ou les royaumes de l'Inde. Pour nous aider à comprendre, imaginons ce monde comme une immense nuit parsemée de quelques archipels de lumière. Rome et ses provinces, la Chine des Han, les villes du Proche-Orient, les cités indiennes, quelques foyers en Amérique, d'autres en Afrique. Tout le reste n'était que silence, arbres, montagnes, déserts et des villages isolés que nulle carte ne mentionne. Pourquoi cette vision est-elle importante? Parce qu'elle nous rappelle à quel point notre manière de penser le monde est liée à la densité humaine, aux réseaux, aux routes, aux câbles et aux satellites. Dans l'an 1, un message mettait des semaines, parfois des mois, à traverser un empire. Une rumeur pouvait mourir en chemin. Un événement considérable dans un coin du monde pouvait passer totalement inaperçu ailleurs. Ce silence, cette lenteur, cette distance étaient la toile de fond sur laquelle allaient se dérouler les grandes scènes politiques de l'époque. Approchons-nous maintenant de l'un des grands foyers de lumière de ce monde Rome. Nous sommes sous le règne d'Auguste, l'homme qui, après des décennies de guerre civile, a imposé un nouveau régime, ni tout à fait une monarchie, ni vraiment une république, mais quelque chose d'intermédiaire, le Principat. Pour comprendre l'an 1, il faut revenir à cet homme dont le nom, Auguste, porte déjà en lui une promesse de grandeur. Jeune, il s'appelait Octavien. Il était l'héritier adoptif de Jules César, celui qui avait mis fin à la vieille République par une série de victoires militaires et de réformes audacieuses. Mais César, en mourant assassiné, avait laissé derrière lui un vide. Ce vide, Octavien l'a comblé par la ruse, la patience et parfois une cruauté froide. Au fil des années, il a éliminé ses rivaux, domestiqué le Sénat, réorganisé les provinces et peu à peu forgé une image, celle d'un prince bienveillant qui apporte la paix après les tempêtes. Cette paix, on l'appellera plus tard la paix romaine. Le mot est beau, mais il est trompeur. Il s'agit en réalité d'une paix armée, d'une paix surveillée, d'une paix où les légions restent prêtes à intervenir, où les révoltes sont réprimées avec fermeté. C'est un de ces moments de l'histoire où l'on croit que tout s'est stabilisé, que le monde a enfin trouvé son équilibre, alors que, sous la surface, les tensions s'accumulent doucement. Une paix superficielle, une paix fragile, que le temps finira par fissurer. Auguste, à l'époque de l'an 1, n'est plus le jeune chef ambitieux des débuts. C'est un homme mûr, fatigué par les deuils, obsédé par une question qui ronge tous les souverains qui me succédera. Ses propres enfants sont morts. Pour assurer la continuité de la dynastie, il a adopté ses petits-fils, Caius et Lucius. Il les a couverts d'honneur, envoyés en mission, présentés comme les futurs maîtres du monde romain. Dans l'an 1, Caius est en Orient. On l'imagine jeune, brillant, négociant avec l'Empire parthe,
essayant d'assurer une paix durable entre deux grandes puissances. Dans les rues de Rome, on prononce son nom avec l'espoir d'une stabilité prolongée. Mais l'histoire, souvent, a un sens cruel de l'ironie. Lucius mourra prématurément. Caius suivra peu après. Auguste, brisé, devra se tourner vers un autre héritier, un homme plus âgé, plus sombre, son beau-fils Tiberius, qu'il n'aime pas vraiment et qui ne l'aime pas davantage. À travers cette succession incertaine, se dessine déjà un futur où les violences de palais, les complots, les empereurs instables feront exploser l'image rassurante de la paix romaine. Là encore, l'an 1 n'est pas un début, mais un moment charnière dans une longue interrogation: comment transmettre le pouvoir sans replonger dans la guerre civile. Quittons Rome un instant, en suivant justement Caius vers l'est. Au-delà des provinces romaines, au-delà des déserts, se dresse un autre empire, l'empire parthe. Son grand rival, son miroir oriental. Et, au cœur de cet empire, une des figures les plus fascinantes de l'époque, la reine Musa. Son histoire ressemble à un conte que l'on raconterait à voix basse autour d'un feu de camp. Musa n'est pas née princesse. Elle aurait été, au départ, une esclave italienne, offerte comme cadeau par Auguste au roi Parthéphratès. Dans une cour lointaine, dans une langue étrangère, cette femme venue d'Occident va peu à peu gagner en influence. Elle devient l'épouse du roi, puis la mère de son fils, destinée à régner. Les sources anciennes, souvent hostiles, racontent qu'elle aurait empoisonné son mari pour assurer le trône à son enfant, Phraates le cinquième. Vérité ou exagération? Il est difficile de le savoir avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que Musa et son fils ont régné ensemble quelques années, sous le regard méfiant d'une noblesse parthe qui n'a jamais vraiment accepté qu'une ancienne et une esclave étrangère soit au sommet du pouvoir. Leur règne ne durera pas. Un jour, la patience de l'aristocratie s'épuise. Ils sont renversés. Alors, dans un dernier retournement ironique, Musa et son fils cherchent refuge à Rome. Elle, la reine venue d'une captivité romaine, fuyant un trône oriental instable pour se réfugier dans l'empire qu'il avait autrefois donné en cadeau. Dans cette trajectoire, on retrouve l'une des grandes cesses constantes de l'histoire: les frontières politiques sont fermes sur les cartes, mais poreuses pour les destins individuels. Plus loin encore, vers l'est, un autre monde s'organise, la Chine des Han. Là aussi, l'apparence est celle d'un ordre établi, d'un empire structuré, d'une administration puissante. Peu de temps après l'an 1, un recensement, une sorte de gigantesque comptage de la population, enregistre plus de 50 millions de personnes. Ce chiffre, derrière sa sécheresse, dit beaucoup. Pour compter ainsi, il faut une bureaucratie, des fonctionnaires, des registres, des envoyés de l'État qui parcourent les villages, prennent des notes, classent les familias. Dans un monde où beaucoup d'humains ignorent jusqu'à l'existence d'un pouvoir central, la dynastie Han se distingue par cette capacité à mesurer, à organiser, à taxer, à redistribuer. Mais ici aussi, la paix est trompeuse. L'empereur Ai meurt sans héritier. Un homme, Wang Mang, personnage ambitieux et complexe, devient régent, puis, à terme, usurpe le trône. Les chroniques officielles l'ont longtemps décrit comme un usurpateur, dont les réformes ont plongé le pays dans le chaos. Pourtant, des historiens modernes y voient aussi un réformateur qui a tenté de limiter la concentration des terres et, fait remarquable pour l'époque, a même aboli l'esclavage. Wang Mang, c'est un peu l'exemple parfait de ces dirigeants qui veulent à la fois changer profondément la société et consolider leur propre autorité. Pris entre ces deux forces, ils finissent souvent écrasés par l'une ou l'autre. La Chine de l'époque, comme Rome, connaît donc une sorte de paix instable, faite de grandes réussites administratives et de tensions souterraines. Tu le vois dans ce tour d'horizon, nous retrouvons déjà les forces déstabilisatrices.
qui travaillent en profondeur les grands empires. D'un côté, une centralisation du pouvoir de plus en plus forte qui donne l'illusion d'un ordre durable. De l'autre, des fragilités internes, questions de succession, inégalités sociales, conflits de noblesse, croyances rivales, préjugés contre celles et ceux qui ne correspondent pas à l'image idéale du dirigeant. Tout cela forme une toile d'araignée délicate. Chaque décision, chaque réforme tire un fil, et parfois, il suffit d'une secousse un peu plus forte pour que la toile entière se déforme. L'an 1, dans ce contexte, n'est ni un commencement ni une fin, mais un instant où la toile est tendue, prête à vibrer au moindre choc. Pourtant, le monde de l'an 1 ne se résume pas aux intrigues des palais et aux stratégies des empereurs. Loin des trônes, dans des déserts, dans des ateliers de métal, dans des villages accrochés aux collines, des hommes et des femmes créent des choses qui, encore aujourd'hui, nous laissent perplexes. Partons maintenant vers l'autre côté du monde connu des Romains. Imaginons un désert lointain, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Pérou. Le vent y est sec, la pluie rare, le soleil implacable. Là, une culture que nous nommons Nazca commence à tracer dans le sol de gigantesques figures, des géoglyphes, un colibri, un singe, une araignée, des lignes immenses qui semblent ne mener nulle part. Depuis le sol, ces dessins ne disent pas grand-chose. Il faut prendre de la hauteur pour les comprendre. Et pourtant, aucun avion, aucune montgolfière, aucun satellite ne survole encore ce désert. Qui étaient nés ces artisans? Pourquoi tracer de telles figures, immenses, invisibles depuis la Terre, patientes et silencieuses? Les archéologues modernes avancent des hypothèses rituels religieux, offrandes aux dieux pour obtenir la pluie, calendriers astronomiques. Mais la vérité, nous ne la connaissons pas. Ce qui est certain, c'est qu'au moment où Auguste règne à Rome, au moment où Caius négocie avec les Parquis, au moment où Wang Mang consolide son pouvoir, quelque part, des hommes tracent des lignes dans le désert, sans se douter que, 2000 ans plus tard, des étrangers venus d'un autre continent les survoleront et se demanderont « Pourquoi ?» Un peu plus au nord, dans une région que l'on appelle Bactriane, correspondant approximativement à l'Afghanistan actuel, un autre mystère se prépare à dormir longtemps sous terre. Là, à un endroit que l'on nommera plus tard Tilia Tepe, la colline d'or des tombes sont remplies de milliers d'objets précieux, or, argent, pierres fines, bijoux, parures. Ces tombes datent d'une période qui oscille entre les dernières années avant notre ère et les premières après. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement la richesse du trésor, c'est sa diversité. On y trouve des influences grecques, héritées des conquêtes d'Alexandre, des motifs perses, des symboles indiens, et même des éléments rappelant la Chine. En d'autres termes, ces tombes sont une preuve silencieuse que le monde de l'an 1 n'est pas fermé sur lui-même. Il existe des routes, que l'on appellera plus tard routes de la soie, où circulent non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des dieux, des techniques, des formes artistiques. Pendant que les empires se surveillent, que les cours se méfient, les artisans, eux, mélangent les styles, expérimentent, créent des objets qui sont à la fois grecs et asiatiques, indiens et locaux. Dans ces bijoux oubliés, brille quelque chose que l'on retrouve encore aujourd'hui, le fait que les cultures se nourrissent les unes des autres, souvent loin des proclamations officielles, dans l'ombre des ateliers, dans le secret des échanges. Revenons doucement vers l'Empire romain. Non pas vers les palais, mais vers un objet anodin, un petit mystère de bronze que l'archéologie n'a pas réussi à éclairer complètement le dodécaèdre romain. Imagine une petite sphère anguleuse, composée de 12 faces pentagonales, avec un trou au centre de chaque face et de petites boules au sommet. On en a retrouvé plus d'une centaine dans différentes régions de l'ancien monde romain, surtout au nord. Tous datent, approximativement, des premiers siècles de notre ère. Et pourtant,
aucun texte ancien ne nous explique clairement à quoi il servait. Était-ce un instrument de mesure? Un outil pour calculer quelque chose, peut-être en lien avec les saisons, avec la lumière? Était-ce un objet rituel, un symbole religieux, un support pour des offrandes? Était-ce un simple jouet, un objet de prestige, une sorte d'énigme volontairement laissée obscure? Nous ne le savons pas. Là encore, le monde de l'an 1 nous apparaît à travers ces silences. Une civilisation capable d'ingénierie brillante, de routes, d'aqueducs, de grandes villes, laisse derrière elle des objets dont le sens échappe à notre intelligence moderne. C'est une douce leçon d'humilité. Même en fouillant, en mesurant, en comparant, nous ne comprenons pas tout. Mais l'un des plus grands bouleversements liés à l'an 1, celui qui nous touche directement aujourd'hui, n'a pas lieu dans un désert, ni dans un palais, ni dans un atelier de bronze. Il a lieu, beaucoup plus tard, dans la cellule sobre d'un moine que l'on appellera Dionysius Exiguus, Denis le Petit. Souviens-toi, au début de notre histoire, je t'ai promis que nous reviendrions à lui. Nous allons refermer ce boucle maintenant. Nous sommes au début du 6e siècle de notre ère. Le monde romain s'est transformé, l'empire d'Occident a disparu. Celui d'Orient subsiste. Le christianisme s'est imposé comme religion dominante dans une grande partie de l'Europe. Dionysius est un moine savant, spécialiste des calculs de date. L'Église a besoin de déterminer avec précision la date de Pâques, cette fête centrale du calendrier chrétien. Jusque-là, on utilisait encore un système basé sur le règne de l'empereur Dioclétien, un souverain connu pour avoir violemment persécuté les chrétiens. Pour un moine du VIe siècle, continuer à compter le temps à partir du nom de cet empereur avait quelque chose de douloureux, de paradoxal. Dionysius prend alors une décision à la fois théologique et psychologique. Il décide que l'on ne comptera plus les années depuis le règne de Dioclétien, mais depuis la naissance de Jésus. Cette naissance, il la situe, selon ses calculs, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'année 1 de notre ère. À partir de là, tout ce qui précède sera avant Jésus-Christ, tout ce qui suit, après Jésus-Christ. L'intention est claire, mettre le Christ au centre du temps, faire de sa venue au monde le pivot de l'histoire humaine. Mais les calculs de Dionysius ne sont pas exacts. Les indices historiques suggèrent que Jésus serait né quelques années plus tôt, probablement entre ce que nous appelons l'année 6 et l'année 4 avant notre ère. De plus, Dionysius ne prévoit pas d'année 0. On passe directement de l'année 1 avant la naissance de Jésus à l'année 1 après. Un léger décalage, une petite maladresse mathématique qui pourtant ne l'empêche pas de poser la structure mentale dans laquelle nous vivons toujours. Le plus fascinant, c'est que cette décision, prise dans le calme d'un travail de moine, mettra des siècles à s'imposer. Pendant longtemps, les différents royaumes d'Europe continueront à utiliser leurs propres repères, leur propre manière de dater les événements. Petit à petit, le système de Dionysius se diffusera, s'intégrera aux chroniques, aux registres, aux contrats, et finira par devenir évident, naturel. À tel point qu'aujourd'hui, en regardant ton téléphone, tu vois une année affichée et tu oublies que ce chiffre est le produit d'un choix religieux, arbitraire, approximatif, fait il y a plus d'un millénaire et demi par un homme qui travaillait à la lueur vacillante d'une lampe. Mais me diras-tu peut-être, qu'en était-il au moment même où cet événement, la naissance de Jésus, aurait dû se produire? Les évangiles situent cette naissance à l'époque du roi Hérode le Grand et mentionnent aussi un recensement organisé sous le gouverneur Quirinius. Or, ces deux repères semblent se contredire, car ils renvoient à des années différentes. Les historiens, avec leurs comparaisons patientes, leurs recoupements minutieux, ont fini par conclure que la date choisie par Dionysius ne correspondait probablement pas au moment exact de la naissance de Jésus. Mais au fond, ce détail importe moins que la portée symbolique de ce choix.
car ce n'est pas tant la précision de la date qui a changé le monde que l'idée même de faire de la vie d'un homme. Le centre du temps. Il faut aussi comprendre que le christianisme, au moment où il naît, n'est pas la seule voix spirituelle qui résonne dans l'Empire romain. C'est une petite communauté, modeste, insérée dans un paysage religieux extrêmement divers. Le polythéisme traditionnel, avec ses dieux familiers, protège encore les foyers. Le culte impérial honore la figure du prince comme un être semi-divin. Les philosophies grecques, comme le stoïcisme, offrent des chemins de sagesse intérieure. Des cultes venus d'Orient proposent des initiations secrètes, des rites mystérieux, des promesses de salut. Parmi eux, le culte de Mithra se développe particulièrement parmi les soldats et les commerçants. Imaginons un instant un soldat romain en poste sur une frontière froide, loin de sa ville natale. Le soir, après la garde, il descend avec quelques compagnons dans un temple souterrain, un mitréum. Là, à la lueur des torches, il voit sur le mur la représentation de Mithra sacrifiant un taureau entouré de signes mystérieux. Le rite est réservé aux initiés. On y partage un repas symbolique, du pain, du vin. On y parle de combat entre le bien et le mal, de fraternité, de salut de l'âme. Dans cette ambiance intime, fermée, confidentielle, le soldat trouve une forme de sens, de consolation, un lien qui dépasse les frontières sociales. Ce culte, comme d'autres, coexiste avec les premières communautés chrétiennes. On y retrouve des thèmes proches, le salut, le repas sacré, la lumière, la lutte contre les ténèbres. Pendant un temps, rien ne garantit que ce sera le christianisme et non le mithraïsme ou un autre culte qui s'imposera au fil des siècles. L'histoire spirituelle du monde romain ressemble alors à un carrefour de chemins de nuit, éclairé par différentes lampes, sans que l'on sache encore laquelle restera allumée le plus longtemps. Puis vient un événement, quelques décennies après l'an 1, qui deviendra, dans la foi chrétienne, la véritable étincelle, la chispa, qui transformera un instrument de terreur en symbole universel, la crucifixion de Jésus. La crucifixion pour les Romains n'est pas un rituel sacré, mais un châtiment politique. On y attache les esclaves révoltés, les brigands, les rebelles, tout ce qui menace l'ordre établi. Ce supplice, lent, humiliant, public, a pour fonction première de dissuader, de terroriser. Les routes de l'Empire parfois se bordent de croix, comme autant d'avertissements silencieux. Que cette forme d'exécution puisse devenir, pour des millions de personnes, l'image même de l'espérance, est l'une de ces ironies profondes dont l'histoire est coutumière. Pour les premiers chrétiens, la mort de Jésus sur la croix, puis la croyance en sa résurrection, font de cet outil de torture le signe inversé d'une victoire cachée. Là où l'Empire voulait montrer sa force, les croyants verront le triomphe d'un amour plus fort que la mort. C'est cette inversion symbolique qui donnera à la croix une puissance extraordinaire. À partir de là, la croix sort des lieux d'exécution pour entrer dans les maisons, dans les églises, puis sur les sommets des collines, sur les drapeaux, au cœur même de la manière dont l'Europe pense le temps et le sens de l'histoire. Ainsi, lorsque Dionysius, le moine, décide de compter les années à partir de la naissance de Jésus, il le fait dans un monde où la croix est déjà devenue le signe central d'une civilisation. L'an 1, tel qu'il le définit, ne correspond pas exactement à la réalité historique de cette naissance, mais symboliquement, il marque l'idée que l'histoire humaine se lit désormais avant et après le Christ. Cette décision, prise du point de vue chrétien, semble naturelle. Mais si l'on se place à l'échelle du monde, elle révèle aussi une forme de diktat du temps. Pendant des siècles, les peuples colonisés, conquis, missionnés, se verront imposer ce calendrier, cette manière de découper le temps, au détriment de leurs propres repères. Les calendriers chinois, islamiques, hindous, hébraïques continueront certes d'exister, mais relégués au rang de systèmes locaux face aux calendriers issus du monde chrétien, est devenue progressivement la norme internationale.
Dans cette domination silencieuse, il y a, là encore, des graines de ressentiment. Car décider quel événement marque le début de l'histoire, c'est aussi décider quel récit devient central et lesquels restent en marge. Alors, que reste-t-il, pour nous, de l'an 1, de ce point de départ symbolique? D'abord, une leçon d'humilité. Pour les hommes et les femmes qui vivaient à cette époque, il ne s'agissait que d'une année parmi d'autres. Un moment banal dans la suite des saisons, un cycle de cultures agricoles, de naissances, de décès, de guerres locales, de petites joies et de grandes peines. Personne ne s'est levé un matin en se disant « Aujourd'hui commence une nouvelle ère pour l'humanité ». Ce sont les siècles suivants. Avec leurs croyances, leurs besoins d'ordre, leurs ambitions politiques et religieuses, qui ont placé ce jalon dans la grande rivière du temps. L'an 1, en ce sens, n'a jamais existé pour ceux qui l'ont vécu. Et pourtant, il structure encore aujourd'hui le calendrier de la quasi-totalité des États du monde, les manuels scolaires, les actes notariés, les contrats, les factures et même l'horloge de ton téléphone. Ensuite, une deuxième leçon. Ce que nous appelons début est souvent un choix, une simplification, jamais une réalité absolue. L'an 1 se nourrit de racines bien plus profondes, les crises de la République romaine, la montée d'Auguste, les jeux de succession, les guerres de frontières, les échanges le long des routes de la soie, les transformations religieuses du Proche-Orient, les aspirations de réformes en Chine, les créativités silencieuses des Nazca, les trésors cachés de Bactriane, les mystérieux objets de bronze nordique. Toutes ces lignes se croisent, se heurtent parfois, se renforcent souvent, et c'est seulement bien après, avec le recul, que nous décidons. Voilà, ici, nous mettons le point zéro, l'an 1, et nous lisons tout le reste à partir de là. Enfin, une troisième leçon. Connaître cette histoire, comprendre la part de convention qui se cache derrière nos dates, nous aide à ne pas sacraliser les divisions du temps comme si elles étaient naturelles. Cela nous rappelle que ce que nous croyons immuable, un calendrier, un système, une norme, peut être le résultat d'un compromis, d'un calcul, d'un choix politique ou spirituel. Et que, si nous voulons éviter de répéter les violences du passé, les dominations imposées au nom d'une vérité unique, nous devons garder à l'esprit que nos repères, nos évidences, ne sont pas toujours partagés par tous. Tu es encore là, dans le calme de cette nuit, peut-être déjà à moitié endormi, peut-être les yeux encore ouverts, à laisser défiler ces images. Rome et ses marbres, la reine Musa et sa cour inquiète, les scribes chinois comptant les foyers, le moine Denis le Petit penché sur ses chiffres, un soldat romain dans un temple souterrain, un artisan Nazca traçant une ligne dans le désert, un orfèvre bactrien assemblant une parure faite d'influences venues de 4 horizons. Toutes ces existences se sont croisées sans jamais se connaître, et pourtant elles participent toutes, à leur manière, à ce que nous appelons aujourd'hui le début de notre ère. Si tu as apprécié ce voyage lent dans l'an 1, si cette histoire t'a accompagné vers le sommeil ou t'a donné envie de regarder le temps autrement, tu peux, quand tu le souhaites, t'abonner à cette chaîne, laisser un like, écrire un commentaire pour me dire de quelle époque tu aimerais que nous parlions, lors d'une prochaine nuit. Ces petits gestes, si discrets pour toi, sont précieux pour ceux qui créent tes vidéos. Ils aident l'algorithme à comprendre que ce type d'histoire longue, calme, a encore sa place dans un monde de contenu rapide. Et si tu as envie de prolonger ce voyage, ne pars pas tout de suite. Car ce que nous avons vu ce soir n'est qu'une porte d'entrée. Nous avons effleuré la paix armée de Rome, les mystères des déserts américains, les réformes hésitantes d'un usurpateur chinois et le choix silencieux d'un moine qui a redessiné notre calendrier. Mais il reste une question dont nous n'avons fait qu'entrevoir l'ombre. Comment, à partir de cette fragile paix, de ces empires qui se croyaient éternels, nous sommes-nous dirigés si vite vers des siècles de bouleversements, de chutes, de renaissances,
jusqu'à l'époque où l'on commence à parler de Moyen Âge de temps moderne. Toute l'architecture de notre découpage du temps. Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, époque moderne, époque contemporaine est elle aussi le résultat de choix, d'intérêts, de vision du monde. Dans une prochaine nuit, si tu le souhaites, je t'emmènerai au moment où Rome cesse d'être la maîtresse incontestée du monde méditerranéen, où les frontières se fissurent, où de nouveaux peuples, de nouvelles puissances, se lèvent dans les brumes du nord et de l'est. En attendant, laisse ton esprit se reposer. Le temps continuera de s'écouler, avec ou sans calendrier, avec ou sans en un. Bonne nuit, dors bien, et à très bientôt pour un nouveau voyage avec l'historien de la nuit.